Bienvenue sur le podcast Sauce Digital, ton rendez-vous marketing spécialement conçu pour les entreprises caribéennes. Le but de ce podcast est de t'aider à monter en compétences, rendre ton entreprise plus visible et être au courant des dernières pratiques dans le digital. Que tu sois novice ou expert en la matière, ce podcast va devenir ton meilleur allié dans ta stratégie de croissance. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé en détail les enjeux de la création d'un site internet. Il est maintenant temps de penser à un autre élément marketing très populaire sur nos îles, les réseaux sociaux. Dans ce deuxième épisode de Sauce Digital, Instagram est à l'honneur avec Kim, Community Manager et Coach. Bonjour Kim, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Hello, alors du coup moi c'est Kim, j'ai travaillé 2 ans en entreprise en tant que Community Manager dans une boîte de cosmétiques et par la suite je me suis lancée à mon compte en septembre 2020 en proposant des services de Community Management, de la stratégie clé en main pour les entreprises qui se lancent et enfin du coaching depuis début 2021. Je vais prochainement sortir aussi plusieurs formations en ligne. Ok, ça marche, merci. Donc, tu as commencé à expliquer ton métier, justement. Est-ce que tu peux nous aiguiller sur la différence entre Community Manager et Social Media Manager ? Oui, c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, on confond souvent ces 2 postes, mais c'est vrai qu'il y a une nuance entre les deux. En fait, le Social Media Manager, il a un aspect beaucoup plus stratégique. C'est la personne qui va définir un plan d'action à suivre pour atteindre des objectifs spécifiques. Et le CM, quant à lui, il a plutôt un rôle opérationnel, donc il va créer les contenus, les planifier, animer la communauté. En fait, c'est lui qui va suivre la stratégie créée par le Social Media Manager. Mais c'est vrai que moi, au quotidien, par exemple, les 2 métiers, je vais devoir faire les 2, en fait. Je peux pas faire d'opérationnel sans faire de stratégie en amont. Oui, puisque du coup, ce que tu viens de décrire, c'est plutôt une configuration qu'on retrouve en entreprise, où chacun a son métier et ses objectifs. Et du coup, les responsabilités sont divisées sur les 2 postes. Exactement. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on ne va pas forcément faire la différence entre les 2. C'est vrai. Ok, donc dans tes missions, tu fais appel aux compétences de ces 2 métiers. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien en tant que CM et la valeur que tu délivres à tes clients ? Alors, en tant que CM, je propose une expertise sur l'utilisation des réseaux sociaux. Mon objectif, c'est vraiment d'aider mes clients à développer leur visibilité sur ces canaux et spécifiquement sur Instagram pour les aider à attirer et à convertir leurs cibles. Ok, très clair. Qu'est-ce qui t'a poussé à te former dans cette discipline ? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la polyvalence au niveau des expertises. C'est-à-dire que le métier de Community Manager fait appel à tout ce qui va être design, expérience client, lorsqu'on va rentrer directement en contact avec la communauté, dans les messages, dans les commentaires, mais aussi le copywriting, dans la rédaction des publications. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir toucher un peu à tout qui m'a beaucoup plu dans ce métier et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer à mon compte sur cette expertise. Ok, ça marche. Parce que du coup, de mon côté, je me suis lancée à mon compte il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je suis plus familière de ce qui se passe dans une PME, je dirais. Et donc là, tu viens de me citer concrètement 5 métiers différents. Donc, ça doit être un challenge d'être performante au quotidien et de continuer à monter en compétences. Donc, comment tu fais pour te développer ? Du coup, il faut se former. Je continue à me former quotidiennement, même si là, je vais rentrer sur ma deuxième année en tant qu'entrepreneur, mais j'essaie toujours de me former pour monter en compétences. Et pour le coup, moi, j'ai choisi de me positionner sur Instagram pour justement ne pas aller dans tous les sens. Et c'est ce qui va aussi plaire à mes clients parce que je suis sur une niche en particulier. Moi, je travaille beaucoup avec tout ce qui est food business, donc les restaurants, etc. Et le fait que je me sois spécialisée à ce niveau, c'est aussi ce qui va attirer de la clientèle. Ok. C'est quoi la dernière formation que tu as suivie ? Alors, en ce moment, je suis en train de me perfectionner sur Notion. Ok, très bien, Notion. C'est clairement le futur de l'organisation. C'est ça. Bien vu. Du coup, petit cas pratique. Imaginons... petit cas pratique, je pense, qui est très présent en Guadeloupe, en tout cas. Imaginons que je viens de créer une entreprise, je m'y connais absolument pas sur les réseaux sociaux, je les utilise personnellement tous les jours, je dirais, mais j'ai pas encore bien compris le lien réel avec l'acquisition de nouveaux clients. Peux-tu nous donner un aperçu du process que tu mets en place pour répondre à ce type de problématique ? Oui, alors dans un premier temps, je vais réaliser une réunion avec le client pour en savoir plus
sur l'univers de sa marque, de son business et les objectifs à atteindre via les réseaux sociaux. Et ensuite, je vais faire un audit en fait de l'existant pour pouvoir dégager des axes d'amélioration sur ce qui a déjà été mis en place. Et à partir de cet audit, je vais réaliser une stratégie globale. Donc, par exemple, on peut retravailler sur les éléments du branding si besoin. Ok, justement, du coup, est-ce que tu peux nous donner une définition rapide du branding ? Oui, alors, le branding, c'est l'ensemble des actions qu'on va mettre en place pour constituer une image de marque qui va être immédiatement identifiable par la cible et il va se constituer d'éléments graphiques, d'éléments verbaux et a pour objectif, en fait, de renvoyer vraiment une image positive de son business. D'accord. Autrement dit, comment faire en sorte que l'entreprise soit identifiable d'un coup d'œil sans forcément que le nom y soit associé. Exactement. Quels sont les autres éléments de la stratégie proposée sur Instagram ? Alors, comme je t'ai dit, on va retravailler la refonte du branding, si besoin. On va aussi travailler sur l'optimisation du profil, parce que c'est très important d'avoir un profil qui attire les bonnes personnes. On va travailler sur la création d'une stratégie de contenu qui soit pertinente avec la cible visée. Et une fois que la stratégie est validée par le client, je vais créer le calendrier éditorial mensuel et procéder à la création et à la programmation des posts. Donc, il ne me restera plus qu'à m'occuper de l'animation et de la communauté tout au quotidien, en fait. Ok. Dans mes échanges avec des proches qui ne travaillent pas forcément dans le secteur du digital, je me rends compte que, en fait, ils ne comprennent pas tous comment Instagram peut être un levier de croissance. Donc, je parle typiquement d'Instagram. Du coup, quel conseil tu as à donner à ceux qui ne sont pas encore convaincus du potentiel de ce réseau social ? Aujourd'hui, quasiment tout le monde utilise Instagram, même si c'est peut-être pas forcément dans une utilisation pour le business. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent Instagram au quotidien pour se divertir, pour apprendre des choses, etc. Donc, faire l'impasse sur ce réseau social, c'est clairement manquer une opportunité de toucher de nouveaux potentiels clients. Et on peut voir un compte Instagram Business comme une vitrine, en fait. C'est vraiment une façon de mobiliser une communauté autour d'un concept, tout en y apportant une touche un peu plus jeune et fun. Oui. Et ça peut être difficile, je trouve, de trouver l'équilibre, justement, entre les deux. Et donc, dans le but de créer du contenu de façon professionnelle, je pense notamment au B2B, quels sont tes conseils pour celles et ceux qui ont du mal à s'exposer ou à montrer leur visage ? Comme moi. Alors, premièrement, il faut garder en tête que dans l'utilisation d'Instagram, il n'y a rien d'obligatoire. Il faut trouver la stratégie qui est adaptée à nous, ce avec quoi on est vraiment aligné. Mais c'est vrai que le fait de se montrer, ça va aider à créer du lien beaucoup plus facilement avec son audience, puisque le fait qu'on puisse mettre un visage sur le business, mettre un prénom, une personne, ça va faire qu'on aura confiance plus rapidement. Donc, ce que je conseille de faire, c'est de commencer progressivement pour s'habituer à se montrer. Donc, d'abord faire des photos, ensuite poster peut-être des boomerangs, des vidéos où on va pas forcément parler. Et une fois qu'on est vraiment à l'aise avec le fait de se montrer, là, on peut commencer à faire de la facecam. D'accord, c'est noté. Je tente quand même encore une alternative. Qu'est-ce que tu penses des avatars ? Clairement, ça a commencé avec Snapchat. Maintenant, sur Apple, on peut créer un Memoji et depuis peu, sur Instagram, on peut aussi créer un avatar. Ouais, alors c'est vrai que j'ai toujours pas créé le mien pour le moment. Mais c'est vrai que ça peut être une alternative si on ne souhaite pas se montrer. Mais je trouve que c'est quand même toujours mieux qu'on puisse voir la vraie personne en chair et en os qui se trouve derrière le concept, en fait. Oui, je te rejoins complètement dessus, puisque du coup, si aussi c'est des fonctionnalités qui sont proposées par ces outils, c'est qu'il y a une tendance à ce qu'on ait une façon de se représenter qui correspond pas forcément à la réalité. Mmh. Et du coup, je me dis que de montrer son vrai visage, ça peut, à long terme, être un critère différenciant. Exactement. Il y a tellement peu de personnes qui le font, surtout dans le domaine de la food, par exemple. On se contente vraiment de mettre en avant plutôt les plats, alors que finalement, un restaurant, c'est pas uniquement de la nourriture. Il y a une équipe derrière, il y a une ambiance. Et tout ça, faut aussi réussir à le transmettre à travers ces réseaux sociaux, parce que c'est aussi ce qui va donner envie à des clients de se déplacer, finalement. Exactement. Du coup, pour donner une idée à celles et ceux qui nous écoutent, combien de temps ça peut prendre pour avoir de premiers résultats sur Instagram ?
Alors, il n'y a pas de réponse toute faite. Ouais, je m'en doutais. Mais tout va dépendre en fait des objectifs que l'on va se fixer et de l'implication qu'on va y mettre. Avec une bonne stratégie et surtout en étant assidu, certains de mes clients ils vont obtenir des résultats dès les premières semaines. Et d'ailleurs, je voulais faire un rappel, on peut commencer à vendre même en ayant une petite communauté. En fait, il suffit vraiment d'une personne qui est intéressée pour acheter et ça y est, on a fait une vente. Ok. Honnêtement, depuis septembre, combien de fois tu as changé ta stratégie de contenu? Bonne question. Alors, en réalité, j'ai déjà tellement changé que je ne pourrais pas te dire combien de fois exactement. Mais en fait, moi, j'établis des reportings et à partir de là, je fais des ajustements sur ma stratégie pour proposer, par exemple, plus de contenu éducatif ou plus de contenu humain où je vais parler de moi. Et en fait, je vais vraiment adapter à chaque fois en fonction des résultats que j'obtiens d'un mois à l'autre. Ok. Je pense que c'est une stratégie qui s'applique au contenu de façon générale. C'est important de regarder les tendances et de faire de la veille, mais il faut aussi savoir se reposer sur des données réelles pour adapter sa stratégie. Je pense que c'est crucial pour savoir en fait ce qui va marcher ou pas. Souvent, lors du premier rendez-vous avec mes prospects, il y a déjà quelques inspirations du style ah, j'ai vu tel truc sur tel compte, j'aimerais bien faire la même chose parce que ça a bien marché, je vois qu'il y a plein de likes, plein de commentaires. Mais en soi, quand on plonge dans ce qui a déjà été fait en marketing, c'est difficile d'évaluer parce qu'il n'y a pas forcément d'indicateurs de performance qui sont mis en place. Alors que pourtant, il y a déjà plusieurs réseaux, un site internet, donc l'historique est là. Et du coup, voilà, c'est un petit rappel que c'est quand même important de garder une trace de ce qu'on a fait pour pouvoir s'améliorer. C'est ça, exactement. Prochaine question, sur le profil de tes clients, ils sont plutôt en France ou en Guadeloupe? Alors en fait, j'ai des clients aussi bien en France qu'en Guadeloupe et j'en ai aussi quelques-uns à l'étranger. Mais c'est vrai que j'ai constaté que j'attirais beaucoup de personnes issues des Antilles, même si par exemple elles habitent en France ou ailleurs. Et après, ça me choque pas tant que ça puisque finalement on a tendance à attirer les personnes qui nous ressemblent. Donc voilà. Ok. Tu écris du contenu en français, en anglais, dans les deux langues? Alors j'écris en français. Okay. Mais par exemple, j'ai des clients qui sont, enfin des prospects qui m'ont contacté par exemple depuis la Chine, depuis Dubaï ou autre. Et je pense qu'ils m'ont certainement trouvé via les hashtags ou encore via la traduction des contenus. Ça marche. Pour en revenir du coup à la question Guadeloupe versus France, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre les deux marchés? Alors, le lieu de résidence, il n'y a pas forcément de relation par rapport à la question, mais c'est surtout en fait sur le secteur d'activité que ça va se jouer. Par exemple, j'ai plus de facilité à vendre des prestations de coaching à des prestataires de services qu'à des établissements du type restaurant, parce que ces derniers n'ont pas forcément le temps de mettre des choses en place et ils préfèrent carrément déléguer cet aspect de leur communication. Alors du coup, c'est intéressant. Je te pose la question parce que dans l'épisode précédent avec Axel sur la création de sites web, elle a pointé du doigt notamment que, en soi, la notion d'investissement, elle était beaucoup plus présente chez les entrepreneurs en Europe et au Canada, qui sont les deux marchés sur lesquels elle travaille, et que aux Antilles, du coup, il y avait aussi la notion de convaincre que ça vaut le coup d'investir dans cette discipline et que ça peut aussi apporter des résultats rapidement. Ouais. Vu sous cet angle, c'est vrai que qu'on prend de plus en plus en conscience, qu'on prend de plus en plus conscience en Guadeloupe, ça met encore beaucoup de temps. Le fait que les réseaux sociaux sont utiles finalement pour le business, surtout sur Instagram, puisque aujourd'hui, ici, c'est surtout Facebook qui est développé. Et WhatsApp. WhatsApp qui est en soi aussi un réseau social. Exactement. Mais par exemple, sur les clients en restauration, en fait, ils auront plus de facilité à investir, par exemple, dans un nouveau four, dans de nouveaux équipements, plutôt que dans un accompagnement sur les réseaux sociaux. C'est bien vrai. Je comprends. Le marketing n'est pas forcément le pôle qui est privilégié. Il y a un peu un côté, il faut que je m'y mette comme une solution ponctuelle, un espèce de pansement qu'on applique quand il faut vraiment booster les ventes. Alors qu'en fait, c'est une activité régulière avec un budget précis qu'il faut faire évoluer et du coup, au final, éviter de se retrouver dans la situation où on a besoin du marketing pour tout sauver, entre guillemets. Donc, c'est ce que je dirais. Et aussi, en termes de vision, se rappeler que le marketing de contenu
impacte directement les ventes. Donc certes, ça peut servir d'investir dans un nouveau four, mais d'investir aussi dans un outil qui permet de booster ses ventes sur le long terme, je pense que ça vaut le coup. Ouais, je suis complètement d'accord. Passons aux choses à éviter. Quels sont les a priori ou les éléments à éviter quand il s'agit du community management ? Alors, premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas pouvoir mettre en place des actions sans avoir travaillé sur une stratégie en amont. Donc, première erreur, ne pas avoir de stratégie. Ensuite, ne pas étudier la performance de ces actions. Donc, comme on en a discuté tout à l'heure, c'est vraiment important de pouvoir mesurer ce qui a fonctionné, ce qui a modifié pour mieux faire sur les mois suivants. Et une erreur aussi que beaucoup de personnes font sur Instagram, c'est qu'elles ont tendance à se dire que il suffit de poster 2-3 contenus et ça va bien fonctionner. Mais en fait, il faut garder en tête que c'est un réseau social, donc il y a aussi l'aspect social dans ce terme. Et du coup, il ne faut pas faire l'impasse sur les interactions, essayer de créer des interactions, de créer de l'engagement avec sa communauté. Une autre erreur aussi, c'est de ne pas exploiter le format vidéo, puisque c'est aujourd'hui l'un des formats qui performe le plus et il est amené à se développer encore plus. On le voit avec les formats courts comme les Reels, TikTok, etc. Donc c'est très important d'essayer ce format. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes puisqu'elles ne savent pas forcément comment adapter ce qu'elles font au quotidien à ce format. Mais il y a tellement de choses à faire que faut s'y mettre en fait, faut même pas réfléchir. Il suffit de se lancer. C'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qu'un compte Instagram performant ? Alors, un compte performant, pour moi, c'est déjà un compte qui a un profil optimisé pour la visibilité. Donc, ce qui va être important, c'est d'avoir une bonne photo de profil, puisque c'est la première chose, le premier élément qu'on va voir lorsqu'on est en contact avec un autre compte. Tout ce qui va être biographie, nom de profil. En gros, il faut vraiment mettre les bons mots-clés pour mieux apparaître dans les résultats de recherche. Ensuite, c'est aussi important d'avoir un branding impactant et reconnaissable et un contenu varié qui va être adapté à la cible visée. Effectivement, je pense aussi qu'il faut prendre en compte la régularité, publier régulièrement sur tous les formats, réel, carousel, stories, collection, donc vraiment tous les exploiter, puisque du coup, plus on exploite les fonctionnalités de la plateforme, et mieux c'est. C'est ça. Passons à la fameuse question des tarifs. Du coup, combien ça coûte un compte optimisé, un branding impactant et du contenu varié ? Alors, sur de la prestation de community management, en moyenne, on se situe à 1 000 € par mois. Je pense que pour avoir un travail bien exécuté, vraiment avoir une stratégie performante, c'est le prix qu'il faut mettre. Après, c'est vrai qu'on voit de tout sur le marché, mais en moyenne, c'est 1 000 €. Oui, donc je trouve que c'est important de le préciser, puisque du coup, comme c'est des expertises où il y a plusieurs justement niveaux de compétences, ça peut être difficile de s'y retrouver. Mais donc, petite annonce publique du community management à 150 € par mois, ça n'existe pas. Donc, s'il y en a certains qui le pensaient, qui m'entendent, arrêtez de demander ça. C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi, pour en revenir à ce que tu disais au début, la différence entre le social media management et le community management. Donc, bien regarder aussi si le ou la prestataire inclut de la stratégie ou s'il s'agit juste de production opérationnelle, en sachant que la production opérationnelle est impossible sans stratégie. C'est ça. Donc, voilà. Et aussi, je pense que c'est l'une des disciplines où en un coup d'œil, on peut voir en fait si la personne convient et quelle est la qualité de son travail. Il suffit de demander les comptes qu'elle gère et d'aller jeter un coup d'œil. Exactement. Du coup, story time. Quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience en community management ? Ouais, là on va passer en mode story time. Donc c'est plutôt une leçon que j'ai apprise au fil du temps. En fait, c'est parce qu'au bout d'un moment, je prenais beaucoup de clients en CM et j'ai fini par me retrouver dépassée puisque j'avais énormément de tâches à faire. J'avais plus forcément trop de temps à consacrer vraiment au développement de mon business finalement. Et j'étais obnubilée par tous les contenus à créer pour les clients. Je suis arrivée à un moment où il fallait que je prenne la décision de déléguer. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué pour moi, parce que j'ai quand même, j'aime bien avoir le contrôle sur tout ce que je fais.
Et le fait de me dire que j'allais déléguer certaines missions à une autre personne, que j'étais pas sûre que finalement le travail allait être bien fait, ça me faisait un peu peur. Donc j'ai dû prendre sur moi parce que là c'était vraiment arrivé à un stade où j'avais plus le choix, tu vois. Et finalement avec du recul, je me suis rendu compte que c'est vraiment l'une des meilleures décisions que j'ai prises pour mon business, et c'est aussi ce qui m'a permis finalement d'accepter plus de missions, de pouvoir développer d'autres projets à côté et de faire grandir mon entreprise. Ok. Quelle est la tâche que tu as eu le plus de mal à déléguer ? Alors, la tâche que j'ai eu le plus de mal à déléguer... La tâche que j'ai eu le plus de mal à déléguer, c'est la rédaction des descriptions. Parce que c'est assez touchy. Déjà, il faut avoir une bonne orthographe. Oui. Et surtout, il faut bien comprendre aussi, c'est du branding, hein, mais le ton, en fait, à avoir quand on parle au nom d'une marque. C'est pas facile de bien trouver les bons mots, les bonnes expressions pour faire en sorte qu'on ne se rende pas compte que c'est une autre personne qui parle à la place finalement de la personne qui se met en avant sur le compte ou même au nom de la marque. Parce qu'il y a des termes, il y a des expressions qui reviennent souvent et qui font l'ADN du business finalement. Oui. Et du coup, quand tu dis ça, tu mets le doigt sur un truc qui est très important dans la collaboration avec toute entreprise. C'est qu'il faut vraiment que du coup les prospects et clients y mettent du leur et passent du temps à expliquer leur vision pour que derrière les prestataires puissent être plus performants aussi. Et du coup, dans le même style de question, c'est quoi ce que tu pourrais... Enfin vraiment, si tu t'oubliais entre guillemets, s'il y avait rien d'autre, tu pourrais faire ça toute la journée. Moi, je pense que c'est la création graphique. Je peux vraiment passer des heures à faire une page web, à faire un visuel. Et je sais que c'est un petit peu... c'est à la fois mon point fort et mon point faible, puisque du coup, je suis allée loin dans cette discipline, donc je pense que je le fais plutôt bien. Mais quand je passe du temps dessus, je ne fais plus rien d'autre. Parce que j'aime beaucoup ça. Pour le coup, moi, ça a pas forcément rapport directement avec le CM, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment l'aspect coaching, le fait de transmettre mes connaissances à ce niveau, le fait de voir que mes coachés ils mettent en application et que ensuite ils aient une vraie transformation, tu vois, c'est tellement gratifiant quand les gens voient qu'ils y arrivent par eux-mêmes. Et sinon au niveau de l'aspect CM, comme toi en fait, c'est la création de contenu, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une formation sur le sujet, c'est que j'ai envie de transmettre ça aussi, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne, la création de contenu. Comment est-ce que tu vois les compétences du marketing digital évoluer dans la Caraïbe ? Premièrement, j'ai remarqué qu'il y a déjà une prise de conscience au niveau de l'importance et de l'impact que peut avoir le digital depuis la période du Covid. Parce qu'il fallait trouver un moyen de rester en contact avec sa clientèle, de vendre malgré les confinements. Donc il y a eu de plus en plus de business finalement qui ont investi le digital, les réseaux sociaux, les sites web, etc. Et ensuite, je pense qu'il y aura de plus en plus de création de formations pour les nouveaux métiers du web. Parce que quand je suis partie pour mes études, pour le coup, ça n'existait pas forcément. J'ai eu du mal à en trouver... Déjà à Paris, j'ai eu du mal à en trouver une qui corresponde vraiment à ce que je voulais faire. Donc, j'imagine pas en Guadeloupe. Et comme tu l'as dit, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place à ce niveau. Et surtout, depuis que je suis arrivée, depuis le début de mes vacances, j'ai constaté qu'il y a de plus en plus d'événements aussi autour du sujet pour sensibiliser et surtout créer des synergies entre entrepreneurs. Donc, c'est vraiment cool. Oui, il y a de l'innovation, il y a de plus en plus de gens qui reviennent, qui se voient beaucoup plus retourner au pays et travailler et manger tous les jours avec ce que tu fais ici. Et je trouve que c'est vraiment un mouvement qui est cool et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. On peut citer en termes de formation le campus digital fondé par Mathieu Parcy, par exemple. Et je crois qu'il y a énormément de projets. Le village by Crédit Agricole qui sera un incubateur de start-up. Guadeloupe Tech aussi qui partage de nombreuses initiatives autour du digital. Bref, ça bouge. C'est ça. Donc, c'est cool. Écoute, c'est tout pour cet épisode. Donc, je vais faire un petit recap pour ceux qui nous écoutent parce qu'on a dit quand même pas mal de choses. Alors,
Tout d'abord, pour bien définir les compétences de chacun, un social media manager gère l'aspect stratégique des réseaux sociaux, tandis que le community manager, ou CM, est un partenaire opérationnel. Mais un freelance de qualité saura vous proposer les deux. Puisqu'on l'a dit à de nombreuses reprises, il n'y a pas d'opérationnel sans stratégie. Ensuite, pour que votre compte Instagram soit performant, il faut du coup créer un compte optimisé pour la visibilité, mettre en avant un branding impactant et reconnaissable, partager un contenu varié et adapté à la cible visée, et enfin, ajuster la stratégie régulièrement. Il faut savoir que la collaboration avec un community manager commence par une réunion sur les objectifs et l'univers de la marque. Il faudra donc bien préparer ces deux éléments et y passer du temps. Pour des résultats avec un impact direct sur les ventes, il faut absolument éviter de se lancer sans une stratégie long terme, ça va de soi. Faire l'impasse sur l'analyse de la performance des actions. Si on n'analyse pas ce qui s'est passé, impossible d'agir sur ce qui va se passer. Exploiter uniquement le format photo. Donc encore une fois, dommage de ne pas utiliser les réels. Plus on utilise les fonctionnalités d'une plateforme, plus on multiplie ses chances d'avoir des contenus qui performent mieux, d'être visible, d'atteindre sa cible. Et enfin, il faut compter environ 1 000 € pour une prestation de community management complète sur Instagram qui prend en compte la stratégie et la rédaction des premiers contenus. C'est possible de trouver moins cher, mais il faudra faire bien attention au niveau d'expertise du prestataire, ses conditions d'engagement et la qualité de son travail. Pour vérifier ce dernier élément, n'oubliez pas qu'aller sur un compte, sur un réseau social, c'est assez facile. Il suffit de demander lesquels sont gérés par le community manager qui vous intéresse. L'épisode touche donc à sa fin. Kim, on te remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver tout simplement sur Instagram, donc @Kim, CHNDLR. Merci Kim. Si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, tu peux nous envoyer un DM sur Insta, @saucedigital au pluriel, ou un email, saucedigital@gmail.com. On te met toutes les infos de contact ainsi que les outils évoqués dans la description de cet épisode. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt.